Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être de nôtres sur pravda.ru. Je suis Alexandre Artamonov, observateur politique international, qui donc, à partir des studios moscovites de pravda.ru, est l'immense honneur d'accueillir donc Philippe Migaud en direct. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Philippe, vous travaillez pour l'IRIS, donc Institut des relations internationales et stratégiques de France. Vous avez été grand reporter du Figaro, donc vous avez beaucoup de vécu. Et bon, ceci dit, vous êtes spécialiste dans le domaine des armements et avant toute autre chose, armement russe, parce que vous vous spécialisez sur le domaine. Et bon, de toute façon, on a déjà fait une antenne ensemble et je profite de l'occasion pour vous poser des questions sur quelques nouveautés qui viennent d'apparaître sur le marché, surtout sur le marché des armements russes, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a à peu près 3 mois. Eh bien, il se trouve qu'il y a maintenant, on parle beaucoup en tout cas, des armements, des armes hypersoniques. Alors, armes hypersoniques, déjà, ça sonne un peu de façon futuriste, parce que ça change complètement la donne géostratégique. Et puis, il y a beaucoup de gens qui jasent sans savoir trop à quoi nous en tenir. Est-ce que vous pourriez exposer votre version des faits? Comment vous voyez un peu le progrès dans ce domaine? Alors les choses sont très très simples. En fait, on s'est rendu compte depuis quelques années que les systèmes de défense antiaérienne élargie, qui sont également capables, d'intercepter tout type d'aéronefs, aéronefs furtifs, non furtifs, drones, avions de combat, hélicoptères, capables d'intercepter aussi des missiles balistiques. On s'est rendu compte que ces systèmes étaient en mesure de créer des bulles de déni d'accès aérien qu'on appelle des bulles A2, AD, et que de tels dispositifs antiaériens étaient devenus impénétrables par les avions de combat des générations actuelles et avec le type de missiles de croisière que nous avons actuellement, sauf à accepter de très très lourdes pertes pour l'assaillant. Eh bien, lorsque vous dites impénétrable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait des puissances qui sauraient contourner donc un système de défense antiaérienne et en fait rentrer un peu dedans, si je puis dire. Prenons un exemple. Si vous décidez avec le top de la technologie russe actuelle, des missiles Quarantaine 6, par exemple dans le cadre du système S-400, de jumeler avec par exemple du Pantsir pour la basse altitude, jumeler avec demain le S500, vous avez un système qui, dans un rayon d'action de 400 km et jusqu'à une altitude supérieure à 40 000 mètres, vous permet d'intercepter à peu près à coup sûr 90% des cibles aériennes. Oh là là. Ce qui veut dire que vous avez un taux de perte tellement élevé qu'aucun État ne peut consentir un taux de perte semblable. Donc il n'y a qu'une seule solution pour battre ce type de défense, que ce soit des défenses avec du matériel russe ou des défenses avec du matériel occidental, c'est de tirer à distance de sécurité, donc comme on dit en stand-off, de tirer hors de portée de ces missiles et de tirer des missiles hyper manœuvrants et hyper rapides, donc hypersoniques, qui vont permettre de pénétrer ces défenses et de détruire ces défenses antiaériennes en n'étant pas interceptés. C'est pour ça qu'on a commencé d'abord à développer des systèmes hypersoniques. Et puis, vous avez aussi une deuxième vision qui est la volonté, notamment des Américains, avec le programme Prompt Global Strike, cette volonté de pouvoir frapper très rapidement n'importe où dans le monde sur un préavis très court, quelques heures seulement. Et là, il vous faut une plateforme capable de frapper extrêmement vite. Et pour frapper extrêmement vite, il faut avoir une vitesse hypersonique. Ceci explique cela. Eh bien, donc voilà une explication qui fait dresser un peu le cheveu sur la tête. 3 cheveux sur le caillou, parce qu'en fait, on se demande, et ça me rappelle beaucoup mes études à l'IHEDN, comment faire si là, excusez-moi d'appliquer un langage plutôt nucléaire, si les ogives sont mirvées, c'est-à-dire si c'est à tête multiple, parce qu'en fait, vous pourriez avoir des dizaines de milliers de cibles qui approcheraient votre espace aérien. C'est bien cela, je crois, non ? Alors, vous avez plusieurs choses envisageables. Alors, il faut se rendre compte qu'actuellement, quand on parle d'armes hypersoniques, on parle une arme hypersonique, c'est un vecteur, c'est un missile. Le missile en lui-même, il n'est pas mirvé parce qu'il est trop petit. Les systèmes mirvés, ce sont des missiles intercontinentaux basés au sol ou basés sur sous-marin. Là, on parle de missiles qui peuvent avoir des têtes nucléaires
qui peuvent être emportés aussi. On peut installer plusieurs plateformes de ce type sur un missile intercontinental qui va les envoyer dans l'espace, et depuis l'espace, ils vont se diriger vers des cibles à vitesse hypersonique pour frapper. Par exemple, on parle d'un système russe actuellement qui s'appelle le You-74, qui serait emporté dans l'espace par le futur missile Sarmat, et qui serait en capacité eh bien, de frapper plusieurs cibles à la fois. Donc, au lieu d'avoir des mires traditionnelles, eh bien, on a des véhicules hyper manœuvrants, hypersoniques, qui seraient emportés par des missiles intercontinentaux. Mais ces vecteurs eux-mêmes ne seraient pas mirés, parce que là, ça exigerait un degré de miniaturisation qui n'est pas envisageable pour le moment. Mais on peut tout à fait effectivement envisager que demain, certaines défenses soient saturées par une arrivée de missiles hypersoniques et hyper manœuvrants, évoluant éventuellement à côté de leur. Et là, vous vous retrouvez en face de quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien. Ben, écoutez, Dieu nous en garde, parce que ça renverse complètement l'équilibre, en fait. En fait, c'est le front à l'air, tout simplement, parce que, bon, si jamais une telle chose arrivait, on se demande bien comment faire pour se défendre. Mais, bon, une question qui, pour moi, s'impose presque automatiquement. Enfin, une chose, c'est d'en parler, ben, puis l'appliquer sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Croyez-vous que les Russes, qui se targuent vraiment d'en avoir à leur disposition, en ont déjà fait le preuve? C'est un peu futuriste, genre science-fiction. Oui, on le fera un jour, mais bon, c'est pas demain la veille que ça deviendrait opérationnel. Qu'en dites-vous, Philippe? Alors, on entend dire beaucoup de choses à propos des systèmes russes. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une première date qui a été donnée par Boris Obnistov, qui est le patron de la corporation des missiles tactiques, et qui est en charge du développement des missiles tactiques en Russie, des missiles hypersoniques en Russie. Boris Obnistov a dit très clairement qu'il espérait, à partir de l'actuel missile BrahMos, qui est un missile russo-indien, qui évolue déjà à Mach 3, il a dit qu'il espérait arriver à un BrahMos 2 qui atteindrait les Mach 7 à l'horizon 2017, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais il reste à démontrer que cet horizon est atteignable, va être atteint. Les retards en matière de programme d'armement, on le sait, sont quand même extrêmement fréquents. On sait aussi que vous avez un autre type de missile qui s'appelle le Tsirkon, qui est en cours de développement et qui pourrait être embarqué sur des sous-marins ou sur des navires de surface à l'avenir, et qui, lui, aurait une vitesse d'à peu près Mach 6. Mais on n'est pas du tout sûr du degré d'avancement du programme. Ce dont il faut bien se rappeler quand même, c'est que quand on regarde tous les programmes de missiles hypersoniques ou de bombardiers spatiaux, parce que c'est la même problématique, actuellement en cours de développement, que ce soit en Russie, aux États-Unis, en Chine ou en France, l'horizon qui est donné, l'horizon le plus proche, c'est 2025 pour les États-Unis, 2030 pour la France, et Monsieur Obnistov, avait donné il y a de ça 3 ans, je crois, une interview à l'occasion du Salon Max 2013, où il disait que l'objectif pour la Russie, c'était 2030-2040. Donc, on est quand même assez loin encore d'une entrée en service proche de missiles hypersoniques opérationnels dans quelques pays que ce soit. D'accord. Bon, enfin là, au moins, on aura tout compris. Et puis 2040, pour moi, est un peu éloigné dans le temps, enfin, disons-le. Parce que on sera vieux, on n'en aura plus grand-chose à faire. Justement, et puis bon, c'est nos enfants qui penseraient, pourvu que ça dure, comme on dit, qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale. Et en même temps, vous savez, il y a un problème, enfin en fait, il y a un terme que vous venez d'utiliser qui est un peu à l'avenant par rapport à la question que j'aurais aimé vous poser. Bombardiers spatiaux. Alors, qui dit bombardiers spatiaux résonne donc en termes de l'opposition, je dis même pas russo, mais soviéto-américaine, parce qu'en fait, je crois que l'élaboration du concept a commencé il y a belle lurette, enfin, c'était sur la période soviétique. Mais voilà qu'à travers la presse, on apprend que Lockheed Martin, ou Lockheed Martin, si je prononce un peu à l'américaine, passez-moi l'accent, eh bien, il se trouve qu'aurait élaboré un concept, je dis même pas un concept, mais plutôt une plateforme opérationnelle qui vole avec un propulseur qui puisse tenir à la fois donc dans l'atmosphère terrestre et puis sortir dans l'espace, et que les Américains auraient très bientôt des bombardiers spatiaux donc à leur disposition, qui pourraient peut-être justement équilibrer la donne, enfin je veux dire rétablir l'équilibre avec les projets russes. Qu'en dites-vous, Philippe?
Alors là aussi, il y a un certain nombre de faits avérés. D'un certain point de vue, si on veut vraiment exagérer, on pourrait presque dire que les Américains ont déjà un bombardier spatial. Ils ont un planeur spatial, une sorte de mini-navette spatiale qui s'appelle X-37B. Ce X-37B, il évolue, il est capable de rester 9 jours en orbite autour de la Terre en orbite basse, évoluant à des vitesses approximativement de 28 000 km/h. Donc 28 000 km/h, le bombardier, enfin, la plateforme en tant que telle, elle est déjà hypersonique. Et ce X-37B, il a une soute. Il a une soute ventrale, une petite soute ventrale, mais enfin quand même une soute qui fait 2,13 m de long par 1,20 m de large, de mémoire. Et on peut très bien imaginer eh bien, on décide de placer un objet miniaturisé, par exemple une bombe dans cette soute, et puis eh bien, imaginez, vous avez un avion, enfin un planeur qui évolue en orbite autour de la Terre à 28 000 km/h, il décide de frapper, il ouvre sa soute, l'objet descend par définition à la même vitesse que l'avion que la plateforme qui vient de le lancer. Vous avez un temps de réaction extrêmement limité, de l'ordre de quelques dizaines de minutes pour réagir. Donc déjà, il y a une militarisation de l'espace qui est en train de s'esquisser avec ce X-37B. Les Américains ont d'autres projets hypersoniques divers et variés. Vous avez le SR-72, donc qui serait le successeur du SR-71, mais beaucoup plus rapide, qui voudrait un Mach 6. Vous aviez une époque l'HTV-2, mais le programme a été abandonné. Mais oui, les Américains développent beaucoup de programmes de ce qu'on pourrait appeler des bombardiers spatiaux, effectivement. Reste à savoir si ces programmes vont aller jusqu'à leur terme, mais il y a quand même un certain nombre d'avancées qu'on ne peut pas contester. Et oui, donc pour moi, ça va de pair avec les programmes, de visite habitable sur la planète Mars, parce qu'en fait, il faudrait bien que ça évolue. On va en parler tout à l'heure, mais je voulais aussi tout de même enfoncer un peu le clou en disant que les Russes auraient imaginé quelque chose de pareil, mais enfin, ça a été à la période de l'Union soviétique, avec la construction d'un appareil. Enfin, le seul de sa classe qui s'appelle, je crois, Buran. Et donc, enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, parce qu'en fait, c'est vieux de 30 ans. Alors, Buran c'était pas tout à fait la même chose. Buran, c'était censé être l'équivalent de la navette spatiale américaine. C'était censé être la riposte à Discovery, à Challenger. C'était cette fameuse navette qui était portée par un Antonov 224 et qui était venue nous rendre visite au Bourget. Il y a de ça quelques années, je l'avais vu d'ailleurs, si je ne vu. Non, j'avais revu ensuite dans d'autres circonstances. Mais bon, ça c'est un programme qui n'était pas du tout un programme de bombardier spatial. C'était beaucoup plus un programme. À l'époque, l'Europe développait sa propre navette spatiale qu'on appelait l'Hermès. Tout le monde voulait copier les Américains, donner la réplique aux Américains. Et les choses sont très simples. Bon, le programme Buran a été abandonné, le programme Hermès a été abandonné aussi, puis aujourd'hui il n'y a plus aucune navette de vol côté américain, sauf cette mini-navette X-37B automatisée. D'accord. Eh bien, donc, puisqu'on vient de passer en revue les bombardiers spatiaux, d'accord, donc les armes hypersoniques, enfin, de toute façon, l'un colle bien avec l'autre. Mais il y a toutefois un projet qui n'en est plus un, parce qu'en fait, il s'agit déjà de quelque chose qui a été annoncé au niveau même pas militaire, mais officiel. Je parle du top sommet, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Eh bien, il y a des armes laser que l'armée russe devrait recevoir d'ici quelques années. Lorsque je dis d'ici quelques années, donc les militaires et les hommes politiques russes raisonnent déjà en termes donc d'un plan, je ne dis pas quinquennal parce que ça n'existe plus en Russie, ça n'existe plus qu'en France, mais enfin d'un plan. Même chez nous, on a supprimé le commissariat au plan depuis longtemps. Ben voilà. Mais bon, tout ça pour dire que Vladimir Poutine a officiellement annoncé qu'il passait aux armes laser et qu'il entendait maintenant que pour lui les armes laser, l'armée russe les aurait déjà presque reçues. Eh bien après, il envisagerait donc de passer aux armes cybernétiques. Alors les armes laser, on les connaît plus ou moins par la guerre des étoiles, mais je vous demande en tant qu'analyste militaire, est-ce que vous pensez que c'est un projet que les Américains appelleraient faisable? Enfin, est-ce que c'est réalisable ou c'est quelque chose qui serait un peu du domaine du jeu politique? Qu'en dites-vous? Alors écoutez, très honnêtement, il y a de ça quelques années, je vous aurais dit que ceux qui rêvaient au laser avaient trop regardé Star Wars. On en est
on dit souvent en France que la réalité dépasse la fiction. La réalité est en train de dépasser la fiction. Oui, effectivement, la Russie est en train de... Alors la Russie, déjà à l'époque de l'Union soviétique, avait eu beaucoup de projets en matière de laser, avait pas mal investi sur différents programmes, et puis bon, les mouvements de l'Union soviétique avaient gelé ces différents projets. Certains ont été relancés, donc vous avez notamment le projet d'avion A-60 qui est basé sur un Ilyushin 76 et qui est destiné à avoir une plateforme aéroportée permettant d'intercepter notamment des missiles balistiques depuis un avion dans l'espace. Les Américains avaient fait la même chose il y a de ça quelques années avec un Boeing 747. Ça, c'est un projet qui a été relancé surtout depuis 2009 dans le cadre d'un programme qui s'appelait de mémoire Sokol Echelon. Mais les Russes ne sont pas les seuls. Les Américains sont aussi extrêmement actifs sur le sujet, avec notamment des canons laser actuellement embarqués et aux essais sur des navires de combat. La Chine développe des lasers qu'elle va embarquer aussi sur des navires de combat. Les Britanniques aussi. Donc ce qu'on appelle plus communément en fait dans le jargon militaire ou industriel les armes à énergie dirigée, parce que ce n'est pas nécessairement toujours que du laser. Eh bien oui, ces armes on y croit de plus en plus. Elles passent des tests qui sont de plus en plus fréquemment concluants. Et on peut imaginer que des percées technologiques permettent de rendre de telles armes opérationnelles à l'horizon d'une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Et oui, d'accord, parce que si vous voulez, je suis un peu vieux jeu, ça me fait me souvenir de l'époque où les armes laser ne pouvaient pas encore tirer donc, par un temps pluvieux, enfin quand il y avait de la pluie, enfin du crachin dans l'air, parce que ça vraiment donc faisait amoindrir leur capacité de tir, et puis ça tirait assez mal lorsque le ciel était couvert, lorsqu'il y avait de nuages. Donc voilà, je crois que ça a évolué. Enfin, je n'ai pas très bien suivi, mais tant mieux ou tant pis, enfin je ne sais pas trop, parce qu'il s'agit tout de même des armements. Alors, en tout dernier lieu, je voulais tout de même vous entretenir sur un sujet un peu spécial, c'est celui des vols habités vers d'autres planètes, parce qu'on vient d'apprendre que les Américains envisageraient d'envoyer très prochainement donc, une navette, enfin ce ne serait même pas une navette, mais enfin plutôt, je ne sais pas, donc quelque chose de plus grand enfin, qu'une navette conventionnelle, en direction du Mars, et que les Russes voudraient donc se tourner vers d'autres étoiles, parce qu'en fait, il y aurait eu donc un projet signé, enfin là je suis en train de feuilleter mes notes, mais bon, enfin voilà, j'ai retrouvé le nom de l'étoile, le Proxima du Centaure, où il y aurait une planète de type terrestre, et là je vous cite cette fois-ci la source britannique, il y a un projet qui s'appelle Starshot. Enfin, je n'utilise même pas de conditionnel parce qu'en fait, il s'agit de quelque chose qui a été annoncé par les Britanniques ensemble avec un millionnaire russe. Eh bien, ils voudraient ensemble, le millionnaire en provenance de la Russie, Stephen Hawking, qui est le cofondateur de Breakthrough, voilà, donc j'y perds mon latin, une société anglaise, eh bien, envoyer des nano... navettes, enfin des navettes toutes petites, si je puis dire, en direction du Proxima du Centaure et de cette planète pour pouvoir la coloniser après. Alors je ne sais pas trop ce que vous en pensez, parce que là vraiment ça relève de la science-fiction, mais bon, enfin comme vous dites parfois, donc la fiction dépasse la réalité. Voilà. Alors, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis plutôt spécialiste de l'armement que de la conquête spatiale, encore que l'un va fréquemment pas sans l'autre. Mais sur ce genre de projet, j'ai bien peur de ne pas être qualifié, pour une raison toute simple, c'est que moi je suis dans des projets extrêmement terre à terre, financés par des États, avec des programmes qui pèsent quelquefois plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros. Et puis là, vous évoquez des cas de millionnaires ou de milliardaires fantaisistes, comme Elon Musk aux États-Unis, qui vient de dire qu'il envisageait d'envoyer une espèce de gigantesque avion cargo spatial vers Mars avec des cabines à 100 000 $. On sait bien ce qu'il faut penser de ce genre de propos et de programmes fantaisistes. La plupart du temps, ça finit, comme on dit chez nous, en eau de boudin et ça ne débouche sur rien de très concret. Eh oui. Il faut bien être conscient du fait qu'entre les rêves sur ce qu'on peut imaginer à des horizons de plusieurs dizaines d'années et puis ce que nous vendent
des grandes fortunes qui ont des projets un peu fous, il y a un gap qui me semble encore extrêmement difficile à franchir et même sans doute impossible à franchir, parce que aller sur des destinations extrêmement lointaines pour coloniser, ça pose tellement de problèmes en termes de technologie et en termes de coûts induits, de recherche, de développement, que je ne pense pas que ce soit envisageable, même dans le cadre d'une coopération internationale. Rêvons un peu, une coopération internationale. Si les Américains, les Russes et les Chinois décidaient de se lancer comme ça de concert à destination de Mars ou que disiez-vous, je ne sais plus, Alpha du Centaure ou je ne sais plus trop quoi, c'est des programmes qui surviendraient par avant 50 ans au mieux. Donc ça me semble relever de la douce fantasmagorie. Comme vous dites, mais bon, le Proxima du Centaure, voilà, donc le Proxima du Centaure se trouverait, enfin là, il y avait aussi le français qui l'ont exposé au public, au grand public, eh bien, à une distance de 4 années-lumière de notre astre à nous, donc avec un nain rouge de 10 fois moins massif que notre propre Soleil. Mais enfin, tant pis pour le Proxima du Centaure. J'avais une toute dernière question à vous poser qui peut-être n'a pas été prévue au programme et qui cette fois-ci n'est pas du domaine de l'équipement technique, mais plutôt de votre analyse personnelle. Je voulais juste vous demander ce que vous pensez des résultats de l'intervention russe en Syrie. Enfin, je parle tout de même en militaire, je ne parle pas des fruits politiques, mais plutôt, est-ce que vous jugez que ça a été fructueux, que les Russes ont su donc mettre à profit tout leur équipement électronique sophistiqué, et puis aussi les avions, parce qu'en fait, ce qu'on a surtout vu, c'est l'aviation russe au combat. Qu'en dites-vous ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'accord. D'abord, d'un point de vue politique, l'objectif russe a été atteint. Quand la Russie est intervenue, c'était à l'automne 2015. À l'été 2015, Bachar el-Assad était sur le point d'être vaincu par notamment l'avancée du front Al-Nusra, qui était sur le point de faire une percée pour arriver jusqu'à la Méditerranée. Tous les services de renseignement, russes, français, américains, avaient la même analyse. Les Russes sont intervenus, ont renversé la situation et aujourd'hui, très clairement, Bachar el-Assad est redevenu une donnée incontournable dans le dossier syrien. Donc, du point de vue politique, l'objectif a clairement été atteint. Du point de vue militaire, on se rend bien compte que les Russes ont vraiment démontré une capacité à mener des frappes à un rythme extrêmement élevé et de manière extrêmement efficace, puisqu'ils ont véritablement retourné la situation à l'avantage des forces syriennes. Toute la nouvelle génération d'appareils qui a été mise en œuvre, les Sukhoi 34, les Sukhoi 30 SM, tous ces appareils ont donné satisfaction et le matériel de guerre électronique déployé sur place a également été observé à la loupe par les observateurs occidentaux et est considéré comme quelque chose de très très haut niveau. Donc du point de vue politique, c'est un succès. Du point de vue militaire, c'en est un aussi. La véritable problématique, c'est d'un point de vue diplomatique. D'un point de vue diplomatique, j'ai quand même l'impression très nette que le peu de confiance qui existait encore entre Russes et Américains a complètement disparu, et que si maintenant la Russie pousse son effort sur Alep, c'est tout simplement parce qu'elle a renoncé à toute politique de coopération et à toute politique de concertation possible avec les États-Unis. Et là, je pense que c'est un gros problème. Et oui, c'est un gros problème. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, enfin, quel sera le fruit que cette situation pourrait porter, comme on dit. Mais bon, tant pis. Je vous remercie donc pour ma part, puis de la part de Pravda.ru, plus exactement de France Pravda.ru, d'avoir été des nôtres. Et je dis à nos téléspectateurs que ça a été Philippe Migaud de l'Institut Relations internationales et stratégiques qui a analysé pour nous les nouveaux armements russes et américains, donc, et qui, je l'espère, sera encore et encore donc, notre hôte pour les plateaux à venir. Au revoir, merci beaucoup, bonne continuation. Au revoir, à bientôt.